comment vous accompagnez les chanteurs et les musiciens qui ont connu une perte d'audition et qui sont appareillés, justement pour retrouver leur rapport à l'appareil phonatoire. L'audioprothèse, comme vous l'avez souligné, c'est un métier d'accompagnement du patient. Donc il y a toujours une question de compromis confort-performance. La personne vient nous voir parce qu'elle a du mal à comprendre ce qui se dit. Donc on est là pour corriger ça, ramener de la compréhension. Mais ça change les références auditives. Donc dans le cas du chanteur et du musicien, ça peut le perturber dans sa pratique. Donc là, il va y avoir un accompagnement. Si vous voulez, ça va être à nous de suivre un petit peu les sensations du patient pour s'adapter à ses attentes, à ses besoins. Donc encore une fois, un musicien, on va l'appareiller différemment. Alors, on peut faire 2 programmes sur une aide auditive. C'est-à-dire un programme qui va être porté dans sa vie de tous les jours, et éventuellement un deuxième programme qui va mettre en route lui-même, par un commutateur, hein, quand il travaille. Voilà. Et sur ce deuxième programme, eh ben, on va essayer de suivre ses impressions. Lui, il va revenir à chaque séance en nous disant moi quand je chante, c'est un petit peu métallique par exemple. Bon, ben, on va essayer de reprendre ça. Sur un programme lié à la musique, lié au chant, on va avoir tendance à désactiver au maximum les systèmes de traitement de signal. C'est-à-dire qu'un appareil auditif, c'est pas juste un amplificateur. C'est rempli de systèmes de modification de signal, de systèmes de traitement de signal, notamment des systèmes pour bloquer le bruit. Or, la musique, pour un appareil auditif, qu'est-ce que c'est? C'est du bruit. Oui. Voilà. Un anti-Larsen, c'est un bloqueur de son pur, par exemple. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans la musique? Des sons purs. Donc si on veut avoir une musique qui est la plus naturelle possible et la moins dénaturée pour une oreille de musicien, il va falloir effectivement faire un deuxième réglage où on va désactiver tous ces systèmes-là pour avoir quelque chose le plus proche de ses références auditives et encore une fois le suivre. Suivre ses remarques pour essayer de tomber à la fois sur quelque chose qui améliore sa perception, mais en même temps quelque chose qui ne gêne pas sa pratique. Voilà, donc ça se fait avec le temps, avec l'écoute. Et comment les musiciens et les chanteurs gèrent-ils le fait de porter une prothèse? De manière différente selon les cas. Tout comme on peut le remarquer chez d'autres, il y a des personnes qui vont avoir le cortex auditif très malléable, qui vont s'habituer, et très rapidement, qui en 2 semaines vont revenir en disant « j'entends beaucoup mieux les aigus, quand je joue c'est beaucoup mieux », et d'autres qui à l'inverse vont rester réfractaires en disant « c'est pas comme j'ai l'habitude ». Voilà. Donc on a des réactions différentes. Il y a des musiciens qui vont retirer leur appareil quand ils vont jouer. Même si c'est plus loin de ce qu'ils devraient entendre réellement, ça correspond à leur référence. Ils ont besoin de leur référence et ils s'y rattachent. Donc c'est selon les cas, les résultats sont différents pendant la pratique en tout cas. Et par rapport aux chanteurs, parce que là c'était les musiciens, mais par rapport aux chanteurs, c'est la même chose? La réponse sera la même pour les chanteurs. Effectivement, vous devez bien le savoir. Le chanteur, il a ses références, il a la référence de sa propre voix. Il faut savoir que quand on porte un appareil auditif, on s'y habitue très bien, mais ça prend un petit peu de temps. On se réentend beaucoup plus par l'extérieur. On réentend sa vraie voix comme on entendrait sa voix dans un film ou sur un enregistrement. Voilà, comme les autres l'entendent. Donc ça fait un retour direct de la voix auquel on n'est pas habitué. Ah oui, pas du tout. Donc ça, effectivement, ça demande un petit peu d'habitude. Le cortex auditif est très bon pour ça. En réalité, il fait toujours l'intégration de la voix extérieure et de la voix intérieure pour ne donner qu'une seule voix. On n'entend pas d'écho quand on parle. Pourtant, il y en a un en réalité. Donc avec l'appareil auditif, on change cette perception-là. Pendant un moment, pendant l'espace de 1 semaine, 2 semaines, on va peut-être ressentir un écho sur sa voix. Et puis le cerveau va faire l'intégration des deux à nouveau, bien comprendre que c'est sa propre voix. Et à nouveau, on va retrouver quelque chose de plus naturel. Le port de l'appareil auditif va changer la perception de sa propre voix, c'est comme je le disais juste avant, de par le fait qu'on entend un peu plus sa vraie voix. D'autre part, ça va rétablir une certaine balance, c'est-à-dire qu'on va peut-être renvoyer plus d'aigus qu'on renvoie de graves pour corriger. Donc ça modifie dans ce sens-là aussi, les références. En revanche, ça ne va pas distordre les fréquences, c'est-à-dire qu'un son aigu va rester un son aigu, si vous voulez. Il va pas y avoir de distorsion fréquentielle. On fait aujourd'hui des appareils à déplacement fréquentiel, mais c'est pour des types de pertes très particulières. C'est justement le genre de système qu'on aurait tendance à désactiver pour un musicien ou pour un chanteur. D'accord. Voilà.
On va dire il y a deux grands types d'appareils auditifs. Les appareils auditifs intra-auriculaires et les appareils auditifs contour d'oreille, donc ils vont être placés sur l'oreille. Un appareil auditif intra-auriculaire, il n'a qu'un microphone omnidirectionnel, d'accord? Donc il prend le son de partout. Pourquoi? Parce qu'il est logé dans le creux de l'oreille. Du coup, on a déjà la directivité naturelle du pavillon. C'est-à-dire qu'une oreille entend mieux ce qui vient de l'avant que ce qui vient de derrière, d'accord? Sur les appareils auditifs contour, on vient pallier à ça par l'utilisation de deux microphones. Alors, non seulement ça vient pallier au problème, mais en plus ça vient aider dans certaines situations encore un peu plus. C'est-à-dire qu'il va y avoir sur chaque appareil un microphone cardioïde, donc bidirectionnel si vous voulez, qui capte l'avant-l'arrière, et un microphone omnidirectionnel. En général, un appareil auditif il va être en omnidirectionnel, pour que le malentendant puisse entendre à peu près ce qui vient de partout. D'accord? Quand il va y avoir des milieux bruyants et de la parole, automatiquement, ils vont passer en directionnel. L'intégration de ces deux micros permet de créer une directionnalité vers l'avant. L'intérêt, ça va être d'éliminer au maximum les bruits polluants sur le côté pour se concentrer sur la source sonore, d'accord? Puisqu'une personne, quand elle veut entendre, elle se tourne vers la source sonore, dans la plupart des cas. Voilà. Donc c'est grâce à ça qu'on va aider les gens dans les milieux bruyants. Il faut savoir qu'une oreille lésée, elle a beaucoup de mal à faire la différence entre ce qui est bruit et ce qui est parole. Donc tout ça, ça vient se mélanger. Ça fait partie des différents systèmes dont on parlait, d'aide à la compréhension, qui vont être ajoutés en plus de l'amplification dans une aide auditive. Voilà. Quoi qu'il en soit, ça ne dispense pas de s'adresser en face d'une personne malentendante, si vous voulez. Parce que la compréhension, ça passe par l'audition, ça passe aussi inconsciemment par la lecture labiale et par l'expression du visage de la personne en face. Voilà. Donc quand on a une personne qui est en face, on comprendra toujours mieux qu'elle ne le voit, quand elle le voit, pardon. C'est-à-dire par exemple une personne qui est en open space en société et qui est malentendante, on va lui conseiller de placer son bureau plutôt dos aux fenêtres. Vous voyez? Parce que comme ça, quand elle a un interlocuteur, elle voit bien son visage. Si elle parle à contre-jour, elle aura toujours un petit peu plus de mal, c'est toujours un peu d'indice de langage de perdu. Voilà. Donc c'est dans ce sens-là qu'on essaye d'aider les personnes avec la directionnalité des microphones. Dans le cadre d'une réunion, il y a de la parole un peu partout, les appareils vont rester en mode omnidirectionnel pour qu'on puisse prendre la parole de partout. J'ai lu les problèmes de l'open lifting et de l'occlusion. Alors là, je voudrais que vous m'expliquiez ce que c'est, parce que c'est... Alors l'open fitting, donc qui vient de l'anglais, hein, c'est un appareillage donc, dit en oreille ouverte. C'est-à-dire que pour certains types de pertes, il est préférable de ne pas fermer l'oreille avec un embout sur mesure, si vous voulez. Il faut savoir que quand on ferme une oreille, on donne une sensation d'occlusion de l'oreille, bien sûr, une sensation physique à laquelle on peut s'habituer assez rapidement, mais encore une fois, ça change un petit peu plus la perception de la propre voix. Donc disons qu'en termes de confort, il est plus difficile de s'habituer à un appareillage fermé qu'à un appareillage ouvert. La plupart des pertes auditives appareillées sont des presbyacousies, donc des pertes liées à l'âge. Ça se caractérise par une perte des fréquences aiguës, dans un premier temps, mais pas tout de suite des fréquences médium et graves, d'accord? Donc on peut ramener simplement les fréquences aiguës sans toucher au grave et au médium. C'est pour ça qu'on fait des appareillages en oreille ouverte. C'est plus confortable, ça permet d'entendre naturellement les fréquences graves, qu'on entend naturellement bien, et de ne venir amplifier que les fréquences aiguës. C'est ça l'intérêt de l'appareillage ouvert. Voilà.